Alors, mes chers collègues, un peu plus de 2 mois après leur audition par notre mission conjointe de contrôle, nous recevons à nouveau Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, et Madame Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Monsieur le ministre Béchu, vous avez hérité du précédent gouvernement ce dossier brûlant du ZAN lors de votre prise de fonction en juillet dernier. C'est votre prédécesseur, Madame Wargon, qui avait piloté la naissance du ZAN et défendu ce volet de la loi climat-résilience, qui nous donne quand même un volet assez rude et assez, sous certains aspects même dogmatique, qui aujourd'hui nous vaut de nous retrouver au travers de cet exercice de la commission spéciale aujourd'hui. Alors, vous rappelez souvent, comme la semaine dernière au Sénat, lors des questions au gouvernement, que vous n'êtes pas à l'origine du ZAN, contrairement à nous, parlementaires, qui avons voté cette loi. Alors, à ce renvoi de balle, qui me semble un peu facile, je souhaiterais quand même, en préambule à cette audition, vous répondre en 3 points. D'abord, je rappelle que le ZAN, politique ô combien structurante, a été introduite à dessein dans un texte fleuve en patchwork dénué d'études d'impact sérieuses, il n'y en a pas eu, ou très peu, la loi climat-résilience qui comptait bien d'autres sujets, rénovation énergétique, ZFE et bien d'autres. Nous l'avons votée en responsabilité car nous soutenons l'ambition écologique de la France, mais ce vote évidemment n'est pas un chèque en blanc sur l'ensemble de ces dispositions, encore moins sur le ZAN. Et par ailleurs, vous le savez bien, Monsieur le Ministre, dans le cadre de la navette parlementaire, des initiatives du Sénat, telles que par exemple la sortie du compte foncier des projets d'intérêt nationaux, avaient été adoptées au Sénat et puis sont sorties dans le cadre de la navette parlementaire. Et pourtant, nous avons voté au bout du bout l'entièreté de la loi climat-résilience. Ensuite, vous n'êtes pas sans ignorer la position du Sénat au sujet des décrets d'application qui ont en partie dévoyé l'esprit de la loi que nous avons votée. Dans la loi, nous n'avons pas fait du SRADET un super Scott. Ce sont les décrets d'avril 2022 écrits par le gouvernement qui ont durci le ZAN. Dans la loi, nous avions demandé au gouvernement de fixer rapidement par décret la maille d'observation de l'artificialisation pour permettre aux collectivités de se mettre au travail. Ces seuils ne sont toujours pas fixés et la nomenclature est à ce stade insatisfaisante. Je pense que l'on peut donc dire sans exagération que la loi que nous avons votée n'est pas celle que le gouvernement veut faire appliquer aujourd'hui. Nous sommes donc en droit, Monsieur le Ministre, d'être critiques sur l'application actuelle du ZAN, même si nous avons voté cette loi. C'est là pleinement notre rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Enfin, certes, vous n'étiez pas ministre lors de la naissance du ZAN, mais il ne faut pas pour autant s'en laver les mains. Nous avons un intérêt commun, parlementaire et gouvernement, en responsabilité, à faciliter son déploiement. Je pense que vous partagez ça, Monsieur le Ministre, au sein des territoires. Le ZAN est aujourd'hui l'inquiétude numéro 1 des maires et de nombreux obstacles sont sur le chemin. L'État ne peut pas s'en désintéresser. Il faut fournir soutien, accompagnement, ingénierie, financement et, comme nous le proposons, ajustement législatif lorsque c'est pertinent, car aujourd'hui, c'est bien l'architecture du ZAN qui nous motive et qui nous réunit au travers de la réflexion sur cette proposition de loi. Vous nous aviez dit il y a quelques mois que vous étiez prêt à retenir la proposition législative du Sénat comme véhicule d'adaptation du ZAN. Maintenant que ce texte est déposé, j'espère, avec mes collègues, que votre état d'esprit n'a pas changé et que vous soutiendrez notre initiative, Monsieur le Ministre. Les collectivités attendent depuis de longs mois un geste de votre part. Le temps est venu de leur envoyer un signal positif et des réponses concrètes. Madame la ministre Faure, vous êtes au sein du gouvernement l'interlocutrice privilégiée des collectivités territoriales. Vous êtes aussi spécifiquement chargée de la ruralité, avec ses spécificités que nous connaissons bien ici au Sénat. Vous n'ignorez pas les lourds enjeux de cohésion, de réduction des inégalités territoriales et de développement rural. Et à ce titre, nous nous étonnons que l'approche très centralisée et descendante du ZAN, bien que tempérée par des amendements du Sénat, n'ait pas été accompagnée de mesures spécifiques à la ruralité.
Vous aviez évoqué il y a quelques mois une garantie rurale dont les contours étaient encore flous. Il nous semble que c'est maintenant qu'il faut avancer sur ces sujets avant que le coup ne soit parti et que l'on ne s'en morde les doigts dans 5 ou 10 ans. Monsieur le ministre, Madame la ministre, lors de votre dernière audition devant cette Assemblée, nous avions demandé quelles actions vous entendiez prendre pour faciliter la mise en œuvre du ZAN sans qu'aucune évolution législative ou réglementaire soit intervenue à ce stade. 2 mois plus tard, le Sénat a pris le devant et a présenté un texte de loi pluripartisan contenant des mesures concrètes. C'est sur celle-ci que nous souhaitons vous entendre aujourd'hui pour recueillir votre analyse mesure par mesure. L'enjeu de cette audition est simple. Comment pourrons-nous avancer ensemble pour faire aboutir un texte facilitateur et constructif sur le ZAN qui réponde aux attentes concrètes des collectivités territoriales? Quelles mesures pourrez-vous soutenir et quelles mesures vous paraissent devoir être ajustées? Nous savons que les députés de l'Assemblée nationale se sont aussi saisis du sujet, en lien avec votre gouvernement au sein d'un groupe de travail chargé de formuler des propositions d'évolution du ZAN. Pourtant, le temps presse et le calendrier du ZAN est serré. J'espère que les travaux de l'Assemblée ne vous empêcheront pas de considérer avec sérieux le texte issu du Sénat, qui s'appuie sur de nombreux mois de travaux approfondis et l'expérience des élus locaux de toute région, et de l'inscrire à l'Assemblée nationale afin que la navette se poursuive. Je laisse sans plus attendre la parole à notre rapporteur Jean-Baptiste Blanc, qui va vous interroger plus précisément sur les mesures portées par la proposition de loi. Et puis nous vous céderons évidemment la parole pour un propos liminaire. Enfin, nos collègues vous adresseront leurs questions. Merci d'avoir bien voulu écouter ce propos liminaire. Et monsieur le rapporteur, vous avez la parole sans plus attendre. Merci. Merci Madame la Présidente et chère Valérie, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, je souhaiterais évoquer avec vous et en présence de la commission spéciale plus précisément certaines des mesures de la proposition de loi sénatoriale. Donc Monsieur le Ministre Christophe Béchu, le décret d'application d'avril dernier est allé à l'encontre de l'esprit de la loi climat résilience telle qu'elle a été votée par le Parlement en prévoyant le recours obligatoire aux règles du fascicule du SRADET, c'est-à-dire un fort degré de contrainte des collectivités. L'article 2 de la proposition de loi sénatoriale prévoit un retour à l'esprit de la loi avec un rapport de prise en compte entre les documents locaux et le SRADET. Nous entendons en parallèle renforcer le pilotage du ZAN avec une conférence régionale de gouvernance qui effectuera un suivi régulier des trajectoires. Dans ces conditions, le gouvernement entendra-t-il l'appel à la souplesse qui émane des collectivités et qui émane de notre commission, ou persistez-vous à vouloir prendre des documents, à vouloir faire des documents régionaux, des super-scots normatifs à l'encontre de la répartition des compétences décentralisées en matière d'urbanisme? Monsieur le ministre, nos auditions et analyses dans le cadre de la mission conjointe de contrôle notamment ont confirmé qu'il était intenable de faire porter sur l'enveloppe d'artificialisation d'une région et des collectivités de son ressort la superficie des grands projets situés sur son territoire. C'est pourquoi notre proposition de loi formule 2 propositions concernant les grands projets à l'article 4. D'abord les compter à part, au sein d'une enveloppe nationale, et ensuite ne pas les inclure dans les objectifs de réduction de l'artificialisation du ZAN. De nos précédents échanges, il ressort que vous êtes défavorable à cette solution, à laquelle vous privilégiez une mutualisation nationale. Ma question est double. Premièrement, votre solution de mutualisation est-elle vraiment équitable, notamment pour les régions qui ne portent pas de grands projets, qui ne bénéficieront pas de retombées économiques, mais qui devront mutualiser leurs fonciers? Deuxièmement, est-ce que tout cela est réaliste? Si l'enveloppe pour la deuxième période n'était plus de 120 000 hectares, mais de 60 000, les grands projets consommeraient un tiers des droits à construire autorisés. En 2050, il faudra atteindre le zéro artificialisation nette. Cela ne sonnera-t-il pas à la fin des grands projets? Car même mutualisés ne pourront jamais être compensés par une renaturation équivalente, sauf à ce que rien d'autre soit construit en France pendant 10 ans. Concrètement, comment pourrons-nous encore réaliser des grands projets en 2050? Madame la Ministre, nous savons que vous avez été alertée à de nombreuses reprises par les élus des territoires ruraux sur le sort qui sera le leur sous le régime du ZAN. Nous attendons toujours d'en savoir plus sur la garantie rurale annoncée par le gouvernement. Il y a plusieurs mois, le Sénat a donc formulé une proposition simple à l'article 7 que toutes les communes
puisse disposer d'une enveloppe minimale, c'est-à-dire que la territorialisation ne puisse pas priver complètement une commune de possibilités de construction. Nous avons souhaité la fixer à 1 hectare. Nous savons que le gouvernement est opposé à cette proposition, mais serait ouvert à un plancher correspondant à 1% de la surface artificialisée de la commune. Pourriez-vous nous indiquer le nombre de communes qui seraient effectivement protégées si l'on retenait ce 1%? Pour éviter que ce 1% ne soit plus favorable aux communes ayant beaucoup artificialisé par le passé, souhaiteriez-vous la réserver uniquement à certaines communes, et si oui, lesquelles? Comment éviter les effets de seuil? Je ne vous cache pas que je suis plutôt déçu des échanges avec la DHUP sur le sujet, encore tout à l'heure. Voilà, incapable de répondre sur ce sujet simple. Nous avons dit que nous vous auditionnions de nouveau et on vous en remercie. On n'a jamais autant vu de ministres sur le sujet. Vraiment, c'est très précieux, évidemment. Nous attendons toujours des éléments sur le 1%. Voilà, ils n'ont pas été capables de nous répondre. Je le dis comme je le pense. Voilà, comment voulez-vous avancer dans ces conditions? 1 hectare, 1%, tout se discute. Mais encore faut-il avoir les éléments. Bref, Madame la Ministre, que pensez-vous de la proposition formulée par le Sénat à l'article 8 qui vise à mettre en réserve une partie de l'enveloppe régionale ou du SCOT au profit de projets d'intérêt supracommunal afin de permettre aux petites communes ou à la ruralité de porter des projets communs? Quelle autre solution voyez-vous pour que les projets intercommunaux puissent se réaliser, surtout dans les communes non couvertes par un PLUI, le tout sans mettre en péril les solidarités territoriales? Enfin, Madame la Ministre, à l'article 12, nous proposons 2 outils très concrets pour que les maires puissent gérer plus facilement la transition vers le ZAN et piloter la consommation de foncier. Donc le sursis à statuer, le droit de préemption. Quels outils, qu'est-ce que cela suscite chez vous comme commentaire, mais je crois que vous êtes plutôt favorable. Et quels dispositifs d'ingénierie, par ailleurs, et quels nouveaux outils tout court, le gouvernement entend-il mettre en place pour combler les manques et accompagner les collectivités pour le ZAN? Avant de vous remercier, de vous laisser la parole et de prendre les questions de nos collègues, comme notre présidente, souhaite évidemment que ce travail puisse cheminer. Et je m'interroge enfin à ce titre sur un article du jour qui fait état d'une PPL de M. Bastien Marchive, apparenté Renaissance, qui va présenter demain une PPL sur le sujet à l'Assemblée nationale. Alors quel est l'intérêt de se voir cet après-midi si demain tout est réglé à l'Assemblée nationale? Voilà. Alors est-ce qu'on est toujours dans une phase d'entente cordiale en vue de rechercher un objectif d'intérêt commun et dans le cadre d'un sujet qui préoccupe tous les sénateurs sur tous les bancs ou pas? Merci, voilà. Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, après cette longue série de questions, vous avez la parole et on vous écoute religieusement. Très bien. Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, puisque vous avez décidé de placer vos propos liminaires l'un et l'autre à la fois sur le ton de la franchise, je vais vous répondre exactement de la même manière. D'abord, ça nous permettra d'aller au fond et de profiter au mieux des moments qui sont devant nous. Ce sujet, depuis le milieu du mois de juillet, j'ai eu des occasions non seulement de m'exprimer sur le sujet, mais de joindre les gestes à la parole et d'avoir de multiples temps de rencontres, plus ou moins officielles, avec les uns et les autres. Ça a commencé avec une question au gouvernement mi-juillet, ça s'est prolongé compte tenu des échanges que j'ai eus avec les sénateurs avec la suspension des décrets le 6 août. Ça a repris le 29 août avec une visio avec la présidente Sophie Primas qui était même à l'étranger ce jour-là, pour autant que je m'en souvienne, et avec un groupe partenarial au cours duquel, fin août, j'ai indiqué que non seulement nous étions prêts à les bouger, mais que comme dans les remarques qui remontaient, il n'y avait pas que des éléments qui étaient d'ordre réglementaire, il faudrait une évolution législative. Et depuis le mois de septembre, la position que j'ai exprimée était qu'il était légitime que cette proposition puisse venir d'une PPL sénatoriale, à la fois pour refléter ce qui avait été votre écho et votre résonance à ce qui se disait sur le terrain, et pour que précisément, compte tenu de ce lien étroit qui existe dans cette chambre que je connais un peu et dont je garde des souvenirs émus, puisse permettre d'avoir une expression juste de la vision du Sénat sur les éléments qui devaient bouger. Et au mois de décembre, je vous ai annoncé que la majorité relative à l'Assemblée nationale, ne souhaitant pas que le débat n'ait lieu qu'au Sénat, déposerait une proposition de loi de manière à préciser ce qu'étaient ces lignes à elle, pour en quelque sorte pouvoir entamer une sorte de
CMP virtuelle en ayant une idée de ce qui étaient les points de compromis sur lesquels il y avait déjà des accords entre l'Assemblée et le Sénat, sans remettre en cause le processus qui consiste à avoir un véhicule législatif qui commence par le Sénat. Je vous ai tenu ces propos au mois de décembre, je vous les ai retenus au mois de janvier, je vous ai même donné les noms de ceux qui étaient susceptibles de déposer ces propositions de loi. Donc ne voyez pas ce qui se passe demain comme étant un télescopage de calendrier, mais comme étant la suite, au contraire d'un dialogue dans lequel le gouvernement fait le choix de la co-construction en disant ça peut venir du Sénat de manière transpartisane, mais de la même manière que le bicamérisme suppose de respecter la Chambre haute, je ne vois pas en quoi on pourrait dénier à la Chambre basse de se préoccuper de ce sujet, de cette question, et d'exprimer un certain nombre de propositions et de préférences. Ça, c'est pour poser le cadre, pour que les choses soient extrêmement claires. Ensuite, faire de la politique, c'est, par définition, s'efforcer le mieux possible de tenir compte du présent, de préserver l'avenir, et en ayant systématiquement au cœur à la fois le souci de ceux qui s'expriment le moins facilement, de ceux qui ont le moins facilement accès aux médias, et puis de l'intérêt général pour autant qu'on puisse le comprendre. Et il y a peu de propositions, autant que la lutte contre l'étalement urbain, qui réunit tout ça, avec évidemment la difficulté de trouver un équilibre entre ce présent, ces avenirs que nous ne connaissons pas et un certain nombre de choses que nous connaissons déjà. Personne ici, et c'est le procès que je ne ferai à personne, ne pense que l'étalement urbain n'est pas un sujet et qu'on n'a pas été trop loin à une certaine époque de notre histoire. On a atteint les 60 000 hectares par an d'artificialisation dans les années 70 et on a ensuite, avec un certain nombre de textes et de lois, fait en sorte de diminuer ces niveaux de consommation. Je ne reprends pas les différents textes qui ont pu être faits, mais ça a été à la fois, et dans toutes les majorités qui se sont succédées globalement depuis le début de l'année 2000, des préoccupations qui ont pris des formes diverses. Et on est arrivé à un niveau moyen de consommation de l'ordre de 20 000 hectares au cours de ces dernières années. La loi climat et résilience, qui effectivement a la caractéristique d'être particulièrement dense, avec 305 articles, et qui du coup permet de revenir de manière régulière sur tel ou tel aspect de ces articles, puisqu'ils ont tous été discutés et adoptés en même temps, a en particulier, pour le zéro artificialisation nette, abouti à des dispositifs dans lesquels certains ont donné lieu à des décrets d'application, suscitant à la fin du mois d'avril des réactions, d'autres à des points législatifs qui sont aussi l'objet de votre proposition de loi et sur lesquels vous proposez de revenir, malgré le fait qu'ils ne relèvent pas ni du pouvoir réglementaire ni du gouvernement. Et dans les propositions qui sont faites par cette proposition de loi sénatoriale, il y a des points d'amélioration de la loi telle qu'elle a été votée en août 2021 qui restent du domaine législatif. Moi, je me présente ce soir devant vous aux côtés de Dominique Faure, d'abord pour vous confirmer, de la façon la plus solennelle qui soit, que cette proposition de loi, nous ne la regardons pas comme un objet sénatorial, mais comme le début d'une évolution de la loi sur le zéro artificialisation nette. Et comme étant le véhicule par lequel le texte pourrait bouger. Je l'ai dit à de multiples reprises, je le redis ce soir, et en étant entendu ce soir devant cette commission spéciale, je profite pour le préciser. Mais pas avec le souci qu'il y ait une PPL qui soit adoptée en mars ou en avril, à quelques mois des élections sénatoriales, pour montrer que la Chambre haute se soucie de ses grands électeurs. Avec le souci que ça devienne la loi. Et donc, à l'issue de sa sortie du Sénat, il y a une capacité dans une commission mixte paritaire à faire en sorte que les points d'évolution législative aboutissent, pas qu'on ait un constat d'une difficulté à avancer entre les deux sujets. Et donc, à partir de ce moment-là, ce que je souhaite, c'est que les conditions de ce dialogue et la claire conscience à la fois des axes sur lesquels ça peut bouger et des points sur lesquels il y a des réserves ou des réticences, ou au sein du gouvernement, ou que nous pressentons demain au sein de l'Assemblée nationale et qui pourraient compromettre l'aboutissement du travail tel que vous souhaitez, soit clair pour tout le monde. Je vais me livrer à la réponse aux questions qui ont été adressées et à Dominique Faure et à moi sur les différents articles de manière liminaire pour que vous ayez notre position commune, parce que sur ce sujet, il n'y a pas entre nous d'écart et de position. Elle est tout autant la ministre des collectivités territoriales et de la ruralité que je suis celui de la cohésion des territoires, et sa préoccupation de ce qu'est la perspective de transition écologique et la durabilité de ce déploiement est aussi présente dans son cœur et dans l'action qui était la sienne comme maire avant de rentrer au gouvernement qu'elle l'était dans la mienne dans des fonctions qui étaient similaires.
Votre texte, il comprend beaucoup d'avancées. Je commence par ça parce que c'est globalement la vision que nous avons. D'abord, il corrige un certain nombre d'erreurs. Je ne reviens pas sur le fait que le solde puisse s'appliquer dès 2020. Il a le mérite de proposer des outils nouveaux pour que les collectivités locales puissent le mettre en œuvre de manière effective. Il pointe des sujets sur lesquels vous précisez ce que le gouvernement aurait à faire pour rendre le dispositif applicable. Je pense à la délivrance de données. Et vous avez soulevé, pour le coup, c'était dans le cadre d'une mission flash ou d'un rapport que Jean-Baptiste Blanc avait commis seul sur les questions de fiscalité, quelques angles morts qui n'ont pas été directement traités dans celui-là, mais qui pourraient, ou dans le cadre de la navette, ou plus vraisemblablement dans le cadre d'une réflexion qui aboutirait à des mesures dans le cadre du PLF, nous permettre de compléter utilement ce qu'est cet objet qui est d'abord juridique. Depuis le premier jusqu'au dernier article, on a environ la moitié des articles sur lesquels on n'a pas de difficulté. On en a quelques-uns pour lesquels nous avons des interrogations sur la manière dont les choses sont écrites, et on en a quelques autres qui nous posent des difficultés plus ou moins fortes par rapport à leur perspective. L'ajustement des délais par lequel vous commencez, j'allais dire que chaque jour qui passe, la sagesse voudrait qu'on soit capable de faire un bouger sur la date à laquelle les choses se mettent en œuvre. Il y a plusieurs manières de procéder. Il y a ceux qui pensent qu'il faut que la durée initiale ne soit plus de 10 mais de 12 ans. Il y a ceux qui considèrent au contraire qu'il faut garder une période de 10 ans mais avec une date de démarrage différée. Je pense que sur ces sujets-là, trouver des compromis qui nous permettent de nous retrouver et de faire en sorte de retrouver un temps pour le dialogue ne sera sans doute pas la chose la plus complexe. L'article 2, il est très clairement le premier dans l'ordre à nous poser une difficulté parce que s'il n'y a pas de trajectoire qui soit prescriptive, à ce moment-là, il n'y a aucune garantie que nous atteindrons les objectifs. La France est le pays qui compte l'artificialisation rapportée à sa population la plus élevée d'Europe. 1 hectare, c'est entre 190 et 290 tonnes de CO2 stockées quand c'est un espace naturel ou agricole. À l'inverse, quand c'est artificialisé, non seulement ça ne stocke pas de CO2 en termes de lutte contre le dérèglement climatique, mais ça participe à une accentuation du dérèglement. J'ajoute que, y compris par rapport à ce que vous évoquez, sur le fait de pouvoir préserver notre souveraineté dans le monde qui arrive, préserver ces hectares pour qu'on puisse faire en sorte de préserver une souveraineté alimentaire est un sujet que je sais partagé par beaucoup ici. Vous soulevez, dans les perspectives qui arrivent, un angle mort qui finalement n'est pas évoqué dans votre PPL, mais que je vais volontairement évoquer et qui se retrouve à l'appui de l'article 4 sur les grands projets d'envergure nationale. Ce point-là, il est crucial à plein d'égards. D'abord, si nous conservons un dispositif tel qu'il existe aujourd'hui, la charge de ces grands projets sera répartie d'une manière qui sera différente en fonction des territoires selon la nature de ces grands projets. Et nous ne trouvons pas ça juste, j'assume, je ne trouve pas ça juste, parce que certains de ces projets, ils concourent pas seulement à la région qui les accueille. Je pense par exemple à Seine-Nord-Europe, qui va profiter à des régions périphériques avec une trajectoire d'artificialisation et de décarbonation des moyens de transport qu'il ne faudrait quand même pas bloquer au nom du ZAN alors que les objectifs sont comparables. Et il permettra de soulager la région Normandie, il permettra de soulager plus largement en réorganisant une partie de la chaîne logistique d'autres territoires. Puis si vous allez du côté de l'Occitanie, indépendamment de ce que chacun peut penser des projets de LGV, pensez que les LGV qui ont eu lieu par le passé donnent des droits nouveaux à artificialisation puisqu'elles sont intégrées dans la calcul de l'artificialisation antérieure qui permet d'avoir la division par 2 du nombre d'hectares autorisés et qu'à l'inverse, ceux qui ont attendu, qui n'ont pas eu les enclavements et qui n'ont pas eu les projets, ils auraient non seulement l'attente, mais en plus le fait que maintenant, on leur prendrait la totalité de l'espace sur des trajectoires qui ont été amoindries par le fait qu'il n'y avait pas de grands projets dans le stock, c'est une forme de double peine qui ne nous semble pas juste. Je vous le dis comme je le pense, la somme des grands projets, je ne vois pas comment elle atteindrait la somme des grands projets théoriques, compte tenu des durées moyennes de réalisation des grands projets d'envergure nationale, me semble très optimiste et ambitieuse, comme souvent d'ailleurs dans beaucoup de documents de programmation. Et donc il faudra veiller à ce que la mutualisation ou le compté à part ne prennent pas pour acquis que tous ces grands projets d'envergure nationale soient réalisés en temps, en heure et à date, parce que sinon ça provoquera une sorte de mouvement de réduction qui sera supérieur à ce que la réalité nous conduira à voir. Je le glisse avant de revenir au cœur du sujet. 3 éléments sur les grands projets d'envergure nationale. 1, quels sont-ils ? Nous plaidons pour que ce soit une liste qui ne soit pas trop exhaustive et qu'on n'entre pas dans des usines à gaz qui consisteraient à penser qu'à la fin, n'importe quel projet, du moment qu'il est de l'ordre de l'État, devient un grand projet d'envergure nationale. Je ne dis pas que c'est la tentation, mais dès lors que la discussion va commencer, qu'on va commencer à discuter, et je pense que le caractère limitatif de ces grands projets est souhaitable, avec des choses qui sont évidentes, avec d'autres qui sont discutables. 2, nous ne souhaitons pas que les projets
qui ne sont pas d'initiative nationale soient considérés comme des grands projets d'envergure nationale. Et je pense très clairement en disant ça à des projets industriels qui, s'y relevaient de cette conception, conduiraient à ce que pour bénéficier du tiré à part, il y ait une autorisation administrative qui soit donnée, ce qui fausserait la décentralisation d'un point de vue économique. Et si vous allez au bout du processus, que vous imaginez que du coup on peut donner le label pour être compté à part, ça veut bien dire qu'il y aura un moment un acte gouvernemental qui lui donnera cette caractéristique et qui conduira à devoir arbitrer entre ce que des régions feraient pour attirer des projets économiques. Sous cet angle-là, ça me pose une première difficulté. Sous le deuxième, c'est à partir de quand un projet économique est considéré comme étant d'envergure nationale. Et là, on a un deuxième angle mort qui est le fait d'avoir potentiellement des débats sans fin, du contentieux, et donc quelque chose qui irait à l'encontre de la volonté de pouvoir accélérer sur un certain nombre de sujets. 3. Si ça sort de la trajectoire d'artificialisation, la tentation des deux premiers points devient d'autant plus forte. Si quand c'est un projet local, ça consomme du foncier, si c'est un projet national, ça n'en consomme pas, tout le monde demandera à être considéré en national de manière à pouvoir limiter les conséquences sur les trajectoires. On a un débat qui se focalise autour du point d'arrivée et qui ne regarde pas le chemin. Tout le monde est obnubilé par le fait qu'on va vers le zéro. Personne ne regarde ce que veut dire une trajectoire de division par 2 dans les années qui viennent, compte tenu à la fois du stock, des tendances sur lesquelles nous sommes, et surtout, je le dis, de l'angle mort qui fait que personne ne discute de ce qui se passe entre 2031 et 2050. Et permettez-moi de vous dire que ce débat-là, en nombre d'hectares, il est autrement plus important de savoir ce que nous faisons des grands projets d'envergure nationale sur la partie 2021-2031. Et de ce point de vue, les interrogations du rapporteur sur il se passe quoi après, au-delà de la période dans laquelle nous entrons, elles me semblent justes. Et tant qu'à définir des trajectoires, la question de se poser sur où nous allons après ne serait pas forcément absurde. Et c'est une réflexion dont personne ne s'est saisi. Pourquoi je dis ça? Parce que sur les années qui viennent, si on est sur 12 500 hectares d'artificialisation en moyenne, hors renaturation, il ne faut pas oublier qu'on a un stock de 200 000 hectares de friches, qui représente à lui seul l'équivalent de ce qu'on a artificialisé depuis 10 ans. Donc on a en fait une décennie gratuite d'artificialisation autour de ces stocks, auxquels on ajoute une trajectoire qui est plus que la moitié de ces dernières années, puisque c'est la moyenne des 10 dernières années, alors qu'on était déjà dans une tendance à la sobriété. Ensuite, on arrive sur la garantie rurale. Cette garantie rurale, nous avons entendu ce que le Sénat a dit. La Première ministre a une expression forte. Je vous ai dit que nous étions disposés à le faire. Dominique Faure s'est engagé devant un certain nombre d'associations d'élus. Et le point d'arrivée, il est comparable en nombre d'hectares. Il diffère sur le mode de calcul. Je suis passablement agacé si les éléments que je vous ai donnés oralement ne vous ont pas été distribués par mes services. Et je m'engage à ce que ces éléments, nous vous les fassions passer dès l'issue de cette audition. Pour être clair, il y a, à la minute où nous nous parlons, des modes de calcul en fonction de ce pourcent qui ne dépendent que d'une chose, c'est du fait de savoir si cette garantie de 1%, on l'applique à toutes les communes de France ou si on l'applique aux communes rurales. Et si on l'applique aux communes rurales, quelle est la porte d'entrée que nous retenons? Est-ce que ce sont le nombre d'habitants ou est-ce que c'est la densité? Et vous avez sur une page 7 ou 8 modes de calcul différents qui permettent de savoir combien de communes sont concernées, combien d'hectares sont concernés, permettant de débouler tout ça. Il me semblait que la consigne de vous passer ces éléments vous avait été donnée, et donc je déplore que ce ne soit pas le cas. Je vais oralement vous donner les 3 principaux chiffres, et tout le reste, votre commission spéciale en disposera. Globalement, 1% des surfaces urbanisées en France, ça correspond à 36 111 hectares. Il y a 36 000 communes auxquelles vous donnez un hectare. Vous êtes sur des données qui sont comparables. Ce qui diffère, c'est évidemment ensuite la manière d'aller répartir ces hectares. Pour vous donner un autre chiffre, il y a 798 communes en France qui n'ont pas artificialisé 1 mètre carré depuis 15 ans, qui sont de facto en zéro artificialisation nette quand on regarde les chiffres de ces dernières... Pour plein de raisons. Certaines parce qu'elles sont uniquement en zone inondable, d'autres parce qu'elles sont cernées par des AOC, d'autres peut-être parce qu'il n'y a pas eu de projet, mais ça permet d'avoir quelques éléments. Si je reprends, si nous prenons uniquement les communes peu denses au sens de l'INSEE, qui correspond à une définition sur laquelle on peut s'accorder au titre de la ruralité, même s'il peut y avoir des biais.
Mais imaginons qu'on prenne peu dense, ça donne 18 000 hectares en appliquant le 1%. Si nous appliquons les communes très peu denses, ça baisse très fort puisqu'on tombe à 4 000 hectares. Mais il convient d'additionner les très peu denses et les peu denses pour avoir une idée à ce moment-là du bloc rural. Et on est aux alentours de 22 000 hectares. Pour vous donner un ordre de grandeur de ce que donne le 1%. Et après, on peut continuer, puisque une des subtilités ou des discussions, c'est est-ce que cette garantie rurale est subordonnée au fait d'avoir des documents d'urbanisme? Est-ce que c'est subordonné au fait d'être dans un PLU? Est-ce que c'est subordonné au fait d'avoir une carte communale? Ou est-ce que ça s'applique sans limite? L'application sans limite, ce sont les chiffres que je vous donne. Et ensuite, vous aurez les chiffres si on décide d'avoir des portes à l'entrée qui dépendent du type de document dont on discute. Voilà pour les éléments chiffrés qui vous seront remis dans quelques instants. Sur la création de la retenue Scott PLUI, ça existe. Je veux dire, une collectivité peut d'ores et déjà décider de le mettre en œuvre sans ajouter de façon spécifique ce dispositif. Je ne sais pas l'intérêt qu'il y a à préciser que c'est une faculté ou une possibilité parce que j'ai le sentiment que ça peut ajouter une couche de complexité, mais d'un autre côté, ça peut aussi conduire certains élus à avoir des idées. On n'a aucune opposition au principe, mais pour nous, cette possibilité d'avoir une réserve pour des projets d'une certaine importance sur le plan intercommunal, elle existe déjà dans les textes sans avoir besoin d'être précisée. Donc on n'a pas de difficulté par rapport au dispositif. Enfin, je vous ai dit, et je le redis ce soir devant cette commission spéciale, tout l'intérêt que nous portons au droit de préemption, au sursis à statuer, que vous imaginez, que vous ajoutez dans le dispositif et aux obligations de délivrance de données avec une interrogation et sur les pas de temps et sur la maille à laquelle il conviendrait de les transférer. Pour aller aussi vite que possible et pour répondre aux principales questions, et Dominique me pardonnera de l'avoir fait pour nous deux, on se répartira ensuite les questions, mais ça me semblait être l'occasion de vous exprimer une position commune sur ces différents sujets. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vous propose sans plus attendre de laisser la parole à mes collègues, en commençant par Cécile Cukierman. Oui, merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Ministre. J'oserais dire... Vous savez, vendredi dernier, il y avait les victoires de la musique et un chanteur triplement récompensé à une chanson assez célèbre qui régulièrement répète basique, simple. Et je crois que finalement, la vie politique, c'est aussi cela. Il y a à la fois du basique dans ce que vous dites. Effectivement, vous n'êtes pas forcément comptable de ce qui a pu être voté précédemment, mais c'est assez simple tout de même de se dire qu'il n'y a pas eu de changement de majorité et que donc vous en êtes tout de même les héritiers. Je crois qu'il est aussi assez basique de se dire, et j'ai entendu, et je ne veux pas qu'on crée de polémique, il y a deux façons de voir l'histoire. Soit effectivement de se dire que élection sénatoriale arrivant, une PPL peut être déposée. Une autre pourrait être de se dire que le calendrier imposé par la loi votée initialement impose aux parlementaires que nous sommes de déposer dans ce délai-ci qui nous est imposé cette proposition de loi. Moi, je veux revenir sur 3 exemples. La première, je l'évoquais précédemment, j'étais vendredi midi à l'inauguration dans un centre-bourg, commune de un peu plus de 1000 habitants. J'ai envie de vous dire ce qui aujourd'hui répondrait à tous les standards de ce que l'on peut attendre. Tout d'abord, plus de 12 ans de requalification du tènement foncier en plein centre-bourg, pour une opération qui, bien évidemment, sur un terrain nu, aurait fait 1 an et demi. Des difficultés inévitablement financières. Donc je sais, vous allez me répondre, il y a eu le fonds friche et demain le fonds vert, mais comme on l'a tous déjà distribué 50 fois dans chaque département, à un moment donné, ça va devenir limité. Mais au-delà de la question du financement, surtout problème d'ingénierie, problème de délai, problème de disponibilité. Et donc finalement, ces projets-là, si vertueux soient-ils, ne sont qu'une partie émergée de l'iceberg et qui posent en tout cas de gros soucis sur tout le reste des communes, parce que toutes les communes n'ont pas ces opportunités, tout d'abord, foncière, et ses capacités à faire. Deuxième exemple,
il y a un peu plus de 6 mois, j'arrive dans une commune, ça va certainement vous faire sourire. Un maire, une commune de 5000 habitants, me dit « Écoute Cécile, j'ai un souci. Avant 2017, j'étais dans une communauté de communes et depuis 2017, je suis passée par la loi NOTRe. Et là, monsieur le ministre, en tout cas, vous ne pourrez pas me dire le contraire, puisque à l'époque, dans la majorité sénatoriale, vous l'avez voté. Me semble-t-il, et je crois m'en souvenir. Je suis donc, depuis la loi NOTRe, passée dans une communauté d'agglomération. Dès lors, la loi SRU s'impose à moi. Et je n'ai pas le pourcentage requis de logement social. Et donc, puisque la vie, c'est, comme je le disais, basique ou simple, soit on réécrit tout de cette loi, soit on l'adapte. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces communes qui vont devoir demain continuer de construire du logement social, les unes pour satisfaire les besoins en habitat, les autres pour ne pas être sanctionnées et pénalisées. On ne va pas rouvrir ici le débat sur la loi SRU. Moi, vous savez, j'ai aucun totem. Je pense que la loi SRU, elle a vécu une forme de courbe de Gauss qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un plafond et que si on ne fait rien, ça va s'effondrer, alors que l'objectif d'une politique publique, c'est de continuer de progresser. Donc, certains veulent la supprimer, certains chez nous veulent la préserver sans rien bouger, mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, comment est-ce que dans le cadre de l'application du zéro artificialisation nette des sols, la question de communes qui aujourd'hui peuvent être sanctionnées parce que en quelques années, elles ont changé de statut parce que vous l'avez dit, des risques d'inondation, etc., et d'autres qui vont vouloir construire ce fonds. Et enfin, je finirai, vous l'avez dit, mais les projets nationaux, je pense qu'ils ne sont pas qu'à renvoyer aux régions sur les enjeux d'industrialisation, etc. Moi, je suis peut-être ringard, mais je crois encore en un État stratège et aménageur. Et non, ce n'est pas qu'une question de décentralisation, de dire les projets de requalification et d'industrialisation sont le fruit des régions et ne sont pas du domaine des enjeux nationaux. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Ronan Dantec. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord, je ne boude pas mon plaisir parce que ça ne m'arrive pas à chaque loi, surtout pas les précédentes, mais soutenir le ministre sur un point absolument essentiel de cette loi, qui est le 50% sur les 10 prochaines années. Et ce 50%, ça veut dire que même si on essaye tous d'y trouver plus de souplesse sur l'application de cette loi, qu'on ne va pas créer des enveloppes qui ne sont plus comptées nulle part. Parce que sinon, on va passer à 55, 60, 65, 70, et à la fin, on ne tiendra pas l'objectif. Donc je pense que là-dessus, notamment sur la mutualisation des projets nationaux, il faut bien qu'à un moment, ils soient de nouveau répartis. Et de même pour ce qu'on pourrait redonner pour créer de la souplesse aux territoires ruraux. Ça me semble un point quand même absolument essentiel. Sinon, en fait, on va, au nom de la souplesse, contourner la loi. Une fois qu'on a dit ça, c'est quand même une loi assez mal fagotée, je me permets de le dire à ce stade-là, avec notamment le fait qu'on a, et on en a beaucoup parlé cet après-midi dans nos auditions, une méthode sur les 10 prochaines années et une méthode sur les 20 années qui suivent qui n'est pas la même, et sans qu'on connaisse très bien, et Monsieur le ministre vient d'en parler, quel est l'objectif quantitatif des 2 décennies qui suivent. Et alors je ne sais pas quelle est notre marge de manœuvre de réécriture de la loi. On ne sait donc pas dans le cadre de la CMP virtuelle qui précède la loi, qui est une nouvelle manière de produire de la loi. Donc on va attendre ce qui va sortir demain. Mais jusqu'où peut-on aller? Moi, il me semble que la base des 10 prochaines années est probablement la bonne base, qui nous évite beaucoup de faux débats. C'est-à-dire, enough, pas enough. C'est pas parce que je suis finistérien et que le pâté est produit à Pouldreuzic que je dis ça. Ça, on ne le mettra pas au compte rendu. Mais le zéro artificialisation, ça veut dire qu'on ne touche pas à ce qui est enough. Et ça veut dire que ce qui est dans l'enveloppe urbaine, quel que soit son statut, là on peut jouer avec, et que ça doit être la règle finalement sur les 30 années et pas une règle différente qui arriverait dans 10 ans. Ça, c'est le premier point, et je trouve que là-dessus, on a encore vraiment à discuter, et je voudrais entendre Monsieur le ministre. Ensuite, et je fais écho à l'audition qu'on vient d'avoir de Région de France, on a un problème avec les quotas tels qu'ils sont aujourd'hui. Le fameux 50%
ça marche pas bien. On le sait tous. D'abord, c'est une prime à ceux qui ont déjà artificialisé, on l'a déjà tous dit. Est-ce qu'il n'est pas imaginable aujourd'hui de revoir ces pourcentages, qui est toujours un pourcentage à l'échelle de la commune, ok, qui est un pourcentage qui intègre l'effort de non-artificialisation, qu'il y ait un pourcentage régional, voire qu'il y ait aussi finalement un pourcentage national pour que l'État ne se rajoute pas des projets dans tous les sens. Moi, il me semble que c'est sur ce point-là qu'on n'est pas très bien parti et qu'on essaye de contourner une règle de base qui est trop rigide et qui ne tient pas assez compte de la diversité des territoires. Parce que si on ne part que du pari de l'intelligence collective et de la mutualisation, on sent tous, nous, sur le terrain, que ça ne va pas être si facile. Et donc moi, je remettrai, il est encore temps, en gardant le 50%, c'est un point d'accord avec le gouvernement, de remettre peut-être à plat les pourcentages, donc d'aller un peu plus loin finalement que le rapporteur et la commission à ce stade, dans le fait d'avoir une autre règle d'application des 50%. Donc je ne vais pas plus loin, parce que sinon on va tous être trop long, mais je pense que là, il est encore temps peut-être qu'on essaye de se mettre d'accord. Après, sur les différents points de souplesse, je crois qu'il y a beaucoup d'accords entre nous, et garder les ENAV, ça veut dire on ne va pas se faire de faux débats sur les jardins publics, privés, enfin des tas de débats qu'on est en train de rajouter et qui ne sont pas nécessaires. Si on pouvait se fixer la règle de 2 minutes par personne, parce que sinon, comme il y a beaucoup de prises de parole, sinon ça ne va pas le faire. Alors je vous propose maintenant de donner la parole à Angèle Préville. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Donc je vous parle, moi, d'un territoire, le Lot, qui est très peu dense, 174 000 habitants, et constitué en grande partie de communes de largement moins de 1000 habitants. Donc comment fait-on pour développer un territoire comme le mien, alors qu'il y a des postes à pourvoir, qu'il y a dans pas mal de communes où les PLUI sont déjà cristallisés, des droits à construire qui vont être très peu importants, des terres agricoles qui sont des terres pauvres, des terres du COS par exemple, et des élus qui ne comprennent pas pourquoi ils ne pourraient pas donner des droits à construire, parce qu'il y a une demande. Dans mon département, dans la plupart des communes, rien à vendre, rien à louer. Tout a beaucoup changé suite au Covid, avec une intensification des ventes, des maisons qui se vendent dans les 3 semaines, et donc beaucoup de demandes. Donc comment fait-on pour gérer tout cela? Et puis j'ai un autre questionnement sur la projection possible et sur les 200 000 hectares dont vous nous avez parlé de friches. Sont-elles polluées ou pas? Sont-elles construites ou pas? Comment va-t-on compter tout ça? Et avec la remarque aussi que j'ai faite tout à l'heure, à savoir que quand un terrain est abandonné depuis pas mal d'années, au-delà de 2 ans, il a déjà été reconquis par la nature, il y a de la biodiversité, et donc est-ce qu'on considère que cela va être à renaturer ou pas? Et comment on voit les définitions fines de ces choses-là pour ne pas aller à l'encontre de ce qu'on veut faire? Donc voilà, c'est le questionnement que j'ai, et merci. Merci Angèle. La parole est à Stéphane Sautarel. Merci Madame la Présidente, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre. Je vais aussi parler d'un territoire rural, le Cantal, donc aussi peu dense. Et en fait, c'est à la fois un appel et une question. L'appel, c'est effectivement, merci d'avoir rappelé votre attachement à la garantie rurale, avec une forme qui reste à préciser, je l'ai bien entendu. Mais je crois que cette attente, elle est forte, parce que vous avez parlé de double peine pour les projets nationaux, mais la double peine pour les ruraux, pour des tout petits projets, elle est encore pire. Puisque nous partons effectivement d'une base de référence qui est quasi nulle, ou qui est très très faible en tout cas, et donc il ne serait pas acceptable que l'artificialisation qui a occupé notre pays sur essentiellement sa métropolisation, même si c'est pas uniquement à ce niveau-là, aujourd'hui soit payée. Donc ce serait une double peine par les secteurs ruraux. Et donc il est absolument indispensable, et je crois que là il faut un message très fort, parce qu'aujourd'hui il y a une perte de confiance dans la parole publique à ce titre-là, sur nos territoires, que cette garantie, elle soit apportée. Je ne veux pas rentrer là dans le détail et la manière dont il faut la construire, mais il sera indispensable qu'elle soit en tout cas bien présente, ouverte à tous, et qu'elle soit simple. Je veux insister sur ce point-là. Alors je sais qu'il ne faut pas que, pour simplifier, tomber dans le simplisme, mais je crois que la bonne compréhension relativement simple est absolument indispensable.
Ma deuxième remarque, c'est sans doute de donner effectivement une certaine latitude et une liberté au territoire, parce que aujourd'hui nous avons des enjeux parfois très contradictoires. On vous a saisi il y a peu de temps, Monsieur le Ministre, sur un sujet en lien avec la préservation de la biodiversité. Et là où nous avons de la biodiversité, on a un risque d'exploitation industrielle que l'on combat. Et inversement, là où nous avons des besoins de population, parce qu'on a un effet Covid comme on le connaît dans le Lot, et donc de construction, d'aménagement, bien sûr d'abord à partir de l'existant, nous avons des obstacles. Donc je crois que j'appelle à une certaine cohérence par rapport à ces choix de politique publique, et on y est particulièrement sensible dans les territoires ruraux. Voilà, je ne rentre pas dans la technique, mais c'était surtout ce message que je voulais que vous entendiez. Merci. Merci. Monsieur le ministre, pour répondre à ces 4 premières questions. L'idée, c'est pour que certaines questions ne se répètent pas, que du coup j'ai quelques minutes. D'abord, je veux dire de manière extrêmement claire à Cécile Cukierman que je ne me défausse pas. Dans des dizaines et des dizaines de réponses, j'ai fini par faire cette réponse sur le fait que j'étais pas présent au moment du vote. J'assume pleinement, pour des quantités de raisons, y compris l'objectif de diminution et de lutte contre l'étalement urbain. Deux, je pense, sur le dépôt de la PPL, qu'on se comprenne. Non seulement le calendrier exigeait que vous le fassiez, le sujet c'est est-ce que vous voulez que ça aboutisse avant l'été. Et pour que ça aboutisse avant l'été, il faut forcément que le début de dialogue avec l'Assemblée, il ait lieu maintenant. Et c'était sur ce processus d'arriver à un texte à court terme que j'insistais, pas sur le principe d'aller déposer une PPL. Et en plus, je ne doute pas véritablement que la volonté de tous ceux qui sont dans cette commission spéciale, c'est d'arriver à des bougées législatives. C'est pas juste de secouer le cocotier pour dire regardez, on vous oblige à faire un truc pas possible, on a essayé de le changer, mais on n'a pas pu. Sinon, on serait pas en train d'avoir ce dialogue. Et je serais pas non plus là ce soir en train de vous répondre une fois de plus. Très rapidement, la loi SRU, c'est un mauvais exemple. Parce que la vérité, c'est que c'est pas parce que c'est pas zéro, c'est 12 000 hectares. Et normalement, on ne met pas les logements sociaux sur les espaces naturels et agricoles. On a plutôt tendance à les mettre, à regarder comment la ville se reconstruit sur elle-même. Ah ben, mais même si vous dites que ça dépend où, partir du principe que par définition, on ne reconstruit pas, y compris sur des maisons creuses, sur le fait d'aller faire évoluer un certain nombre de logements de centre-ville avec ce type de statut, je pense que ça relève d'une vision dans laquelle on fait porter à la loi ZAN l'impossibilité de toucher les objectifs du SRU, alors que vous avez des communes qui ont du foncier, qui ne tiennent pas leurs objectifs, et qu'il y a des communes qui n'ont pas de foncier et qui les tiennent. Donc je souhaite qu'on ne simplifie pas trop ce sujet de la loi SRU. Et pour être dans un département où des quantités de communes ont franchi le seuil des 5 000 habitants par fusion et se retrouvent désormais à devoir tenir les 25% avec des formes urbaines qui ne sont pas du tout propices à tenir les objectifs, il y a plein d'autres sujets que le ZAN au titre de la loi SRU. Très rapidement, je redis à Ronan Dantec, je suis pleinement d'accord sur l'objectif des 50%, et je pense que le vrai sujet de dialogue et de stratégie, c'est il se passe quoi après. Mais que la première période, elle est importante dans ce qu'elle décrit, et que, je le redis, 12 000 hectares, selon la manière dont vous les lotissez, avec les réserves de friches qu'on a, c'est pas ça qui est, à ce stade, anxiogène ou contrariant, ou qui devrait l'être quand on voit d'ores et déjà ce qui se passe. Vous avez des disparités dans l'efficacité de la construction qui sont considérables. Troisième point, sur les 200 000 hectares de friches. Il y a de tout, pour être honnête. Ça va de la dalle béton qui accueillait une serre jusqu'au terrain industriel gigantesque ou l'ancienne base aérienne, et donc avec des disparités de taille et de localisation qui sont extrêmement variées. Et donc je ne peux pas catégoriser les choses. Et pour répondre d'un mot en même temps à Stéphane Sautarel, autour du Cantal et du Lot et de la garantie rurale, on partage totalement l'idée qu'il faut que le dispositif soit simple et que le chiffre soit immédiat. C'est pour ça que le 1% ou le 1 hectare, pour moi, dans les deux cas, ça permet d'avoir une règle qui soit lisible. Je voudrais simplement vous dire la chose suivante. C'est contre-intuitif de penser que c'est la métropolisation qui a accéléré l'étalement urbain. La vérité, c'est que tous les territoires y ont participé. On a un phénomène d'étalement urbain sans logement autour des métropoles, et on a un phénomène de consommation de foncier avec peu d'habitants dans certaines zones. Et à l'intérieur d'un département et de la France, on a des écarts avec des territoires qui ont été sobres et d'autres qui ne l'ont pas été. Juste pour vous donner un chiffre qui est précis, 60% de l'étalement urbain au cours de ces 10 dernières années s'est fait en zonage C, détendu. 5% s'est fait en A,
Et en B, entre le B1 et le B2, vous avez le delta. Et donc, dit autrement, on voit bien qu'on a des situations qui ne sont pas forcément homogènes. Et que ça n'est pas parce que vous êtes sur un territoire rural que vous n'avez pas artificialisé. Il y a des endroits où c'est le cas, mais il y en a d'autres, à l'inverse, où il y a pu avoir des étalements urbains sans corrélation immédiate avec le nombre d'habitants. D'où l'idée de ne pas avoir une règle aveugle et de territorialiser. Parce que ce que le Parlement a fait, c'est là-dessus que je termine, c'est la Convention citoyenne qui avait dit il faut faire 50%, et le Parlement a dit on ne peut pas faire ça. C'est une mauvaise idée. C'est la limite du tirage au sort de citoyens. Parce que le caractère aveugle du dispositif, une des limites, parce que le caractère aveugle, il conduit à ce que chacun parte de ce qu'il est, donc on va territorialiser les enveloppes et on va faire confiance aux régions pour être capable de déterminer les trajectoires. Mais il est écrit nulle part qu'une région donnera 0 à des territoires ruraux. On peut même, dans certains endroits, se retrouver avec des stratégies qui consisteraient à donner davantage à des territoires moins denses, parce que je me permets de vous dire qu'il y a un deuxième élément qui est très instructif, c'est de regarder les actuels SRADET. Et vous découvrirez qu'il y a des métropoles qui ont expliqué qu'elles feraient le ZAN dès 2040. Si les régions sur lesquelles elles se situent les prennent au mot, ça veut dire que les réserves d'urbanisation que ça permettra pour des territoires intermédiaires seront importants. La question que je me pose, c'est est-ce que dans les semaines et les mois qui viennent, ces mêmes territoires assumeront ensuite ce zéro artificialisation nette en avance de phase, la Bretagne disant qu'elle le fera dès 2040 pour la totalité de son territoire. Je demande à voir, parce qu'encore une fois, c'est relativement complexe à faire atterrir. Oui, bonjour à tous, mesdames et messieurs les sénateurs. Donc, vous dire notre absolue détermination à travailler en confiance et à redonner confiance à nos maires. Et l'une ou l'un d'entre vous a dit ils perdent confiance. Moi, je l'ai perçu depuis 6 mois. Donc, l'idée, c'est de sortir de cette réunion avec une feuille de route, une façon de travailler pour que rapidement, sur les points sur lesquels il y a discussion dans la PPL qui nous est proposée, on puisse rapidement les lever, pour que rapidement vous puissiez dire aux maires que finalement on est d'accord sur beaucoup de choses et qu'on va travailler sur les quelque choses qui ne sont pas encore un consensus et qu'on puisse leur redonner confiance, premièrement. Deuxièmement, je travaille à l'issue de ces 6 mois avec la NCT, à l'issue de ces 6 mois en ruralité, sur un programme d'ingénierie qui vise à accompagner nos élus locaux en ruralité sur un sujet que vous appelez tous de vos voeux, qui est l'ingénierie. L'ingénierie pour, entre autres, être capable rapidement de porter un projet de territoire. Comment travailler à l'échelle d'un petit village sur 1 hectare, 1%, si on n'accompagne pas nos maires en ruralité sur le plan de l'ingénierie. Donc là, d'ici fin mars, je serai en mesure de vous présenter ce que nous sommes en mesure de faire avec la NCT pour accompagner les maires dans leur réflexion de conduire un projet de territoire, si possible collectif, si possible à la maille de l'intercommunalité, mais pas que. Pour finir, la garantie rurale, telle qu'elle est proposée aujourd'hui en contre-proposition à ce 1 hectare sous la forme de 1%, je trouve que c'est intéressant. Il y a plusieurs hypothèses, peut-être 1 ou 2 séances de travail à conduire, mais je pense qu'on peut trouver quelque chose qui vous convienne et qui soit acceptable et qui ne remette pas en cause un certain nombre de fondamentaux de la loi. Et puis, pour laisser beaucoup de liberté au territoire, moi, je vois dans certaines régions le SRADET révisé être travaillé main dans la main avec les intercos, main dans la main avec les maires. Donc, c'est très inégal la façon dont ce SRADET révisé est travaillé. Mais il est vrai qu'à de nombreux endroits, ils ont fait travailler les territoires, qui font des propositions, ils les consolident et finalement, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent y aller, surtout quand ils portaient l'ambition d'être à 40% en 2030. Voilà. Merci. Merci Madame la Ministre. La parole est à Sonia de la Provoté, puis à Jean-Marc Boyer. Et on continue parce qu'il y a encore 4 autres demandes.
Oui, merci beaucoup. Ce qui se passe avec le ZAN, c'est que les élus sur le terrain sont face à quelle que soit la taille de la commune, en réalité, à des injonctions contradictoires. Il y a certaines missions qui nous paraissent impossibles entre les objectifs prioritaires dans un certain nombre de domaines, et notamment de l'environnement et du développement durable, pour n'évoquer que celui-là, mais aussi en termes de logement, politique en matière de développement économique. Et tout ça, ça vient percuter l'idéal par la réalité de l'application. Et le ZAN, la difficulté, c'est qu'à la fois, il n'est pas compréhensible et il est vécu comme un élément de perte de solidarité par les territoires ruraux, parce que c'est vraiment comme ça que c'est vécu, et vous le savez bien, c'est vraiment là que c'est mal vécu, avec un enjeu qui transcende tout cela, qui me semble-t-il est l'enjeu démocratique. Et donc, il y a vraiment un intérêt, j'allais dire, majeur à ce que la parole de l'État soit claire sur les objectifs, parce que l'objectif ZAN, ça ne doit pas être contradictoire avec l'objectif de biodiversité, de trame verte et bleue. Ça ne doit pas être contradictoire avec la construction de logements, avec l'application de la loi SRU dans des communes nouvelles qui émargent à la SRU maintenant, qui sont le regroupement de plusieurs communes rurales et qui se trouvent donc confrontées à la construction de logements sociaux sur des terres agricoles. Donc ça existe, et c'est vraiment c'est un sujet qui est montant et majeur et sur lequel pour l'instant les sujets n'ont pas été traités, avec Territoire d'industrie et France 2030 qui demandent à ce qu'il y ait vraiment une grande ambition économique et notamment une installation de gigafactories et de structures industrielles innovantes qui demandent beaucoup de consommation foncière et qui pour le coup sont d'intérêt national parce que portés et accompagnés largement par la contribution de l'État. Et quand on parle de grosses structures économiques ou par exemple, sans parler d'économie d'un réacteur comme Panly, derrière, c'est des logements et des logements à construire pour accompagner les ingénieurs, tous les techniciens qui travaillent sur site, etc. etc. Donc il n'y a pas que l'emprise foncière du projet lui-même, il y a tout le reste qui va avec. Et puis pour clore sur ce sujet, dire qu'à un moment, il va falloir que l'État se mette en ordre de marche pour dire qu'est-ce qu'on fait de la logistique, par exemple. La logistique, c'est très consommateur de foncier, mais on sait que derrière, il y a un gros enjeu en matière de développement durable et de bilan carbone, parce que c'est la logistique du dernier kilomètre qui peut être moins carbonée qu'elle ne l'est. Mais tout ça, ça s'organise et ça consomme du foncier. Donc à un moment, les injonctions deviennent tellement complexes que les élus ne savent même pas à quoi ils vont avoir droit, mais ils savent qu'ils sont obligés de faire un tas de choses qu'ils ne vont pas pouvoir faire. Et donc la difficulté, c'est pas que de régler cette question, c'est qu'il faut savoir ce qui est prioritaire, quasiment commune par commune. Et puis le deuxième sujet, c'est celui de l'après, comme vous l'avez dit justement, zéro artificialisation nette. Qu'est-ce qu'on met dans le net? C'est quoi la renaturation? Où on en est dans la réflexion pour les critères de renaturation? Qu'est-ce qu'on redonne à la nature? Est-ce que si on désimperméabilise, c'est déjà un gros pas de gagner? Et donc ce sujet-là, il va falloir y répondre quasiment en même temps, parce que les 10 ans, on va y arriver à trouver des enveloppes, et encore, ça va être compliqué si chacun fait sa part. Faut conclure, voilà. Sonia. Mais derrière, on a vraiment à répondre sur cette question du net, parce que les villes pourront être solidaires des territoires ruraux qu'à partir du moment où on sait ce qu'il y a derrière la renaturation. Merci Sonia. Jean-Marc Boyer. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre. Je crois qu'aujourd'hui, les maires ruraux ont une double inquiétude. La première, à travers l'intercommunalité, les maires des petites communes rurales se sentent un peu marginalisés, un peu oubliés, je dirais même beaucoup parfois, et surtout donc il y a un problème de confiance et un problème de prise de responsabilité. Et si on enlève cette prise de responsabilité au maire de la commune, je veux dire, il va vraiment plus lui rester grand-chose, déjà qu'il ne leur reste pas grand-chose. Alors, je vais faire simple. Dans la PPL qui est proposée, il a été travaillé le minimum d'1 hectare, d'avoir une mise à disposition d'1 hectare par commune. Vous proposez 1%, si j'ai bien compris, sur les surfaces déjà urbanisées. On a eu cet après-midi l'audition
des représentants de l'Île-de-France, très intéressante, où en Île-de-France, il y a effectivement énormément de demandes de logement, une crise de logement très importante, c'est ce que nous a été expliqué, mais en même temps, il y a aussi un dispositif de 1% avec un minimum d'1 hectare. Alors, cette solution, enfin, moi, elle m'a paru intéressante parce qu'elle permet d'avoir d'un côté le 1% que vous souhaitez et que vous argumentez, mais d'un autre côté, d'avoir le 1 hectare pour les communes rurales. Et j'ai senti que cette disposition, elle allait dans le sens et qu'elle pouvait satisfaire les communes rurales. Alors, je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce qu'on fait 1% avec un minimum d'1 hectare pour les communes rurales. Merci Jean-Marc. Christian Redon-Sarrazy. Monsieur le ministre, moi, je voulais évoquer le sujet de la souveraineté, plus particulièrement la souveraineté industrielle. J'avais présidé une mission du Sénat sur l'innovation et donc où on avait conclu qu'il y avait un impératif de réindustrialisation, alors que ce soit pour le retour d'industries qui étaient parties ou pour conserver des industries innovantes afin qu'elles ne partent pas. Or, puisqu'on est sur une tendance, sur les 10 ans passés, on était plutôt sur une tendance à la délocalisation, c'est-à-dire à une moindre consommation d'espace. Si on veut inverser, si on veut infléchir cette tendance, c'est peut-être pas la bonne solution que de regarder ce qui s'est passé et ce qu'on n'a pas fait de bien pendant 10 ans pour essayer le reproduire sur les 10 années à venir. Donc ne faudrait-il pas, sur ce sujet-là, une approche particulière pour tout simplement revenir vers une souveraineté industrielle, notamment donc sur tout ce qui relève des nouvelles technologies, enfin voilà, tous les sujets que vous avez laissés du côté des régions, ce qui peut poser problème ensuite en termes d'émergence de projets nouveaux. Merci. Éric Kerrouche. Oui. Monsieur le ministre, quand on regarde l'objectif du ZAN, on oublie souvent de le croiser avec celui de la population. Et en fait, la population française va augmenter de manière moins que proportionnelle par rapport à la période qu'on a connue précédemment. On devrait, je vérifie encore, on devrait arriver à 69 millions d'habitants à peu près en 2050. Bien entendu, ces projections sont toujours sujettes. Bon, voilà, on sait. Mais néanmoins, on a une tendance. Donc la question du ZAN, c'est pas tant une question de limite, j'allais dire, quantitative et d'expansion, c'est plutôt une question de distribution en fonction des différences territoriales. Et la difficulté dont on parle, c'est que on applique une même règle, je vous l'ai déjà dit, à des territoires qui sont différents, puisque la trajectoire démographique de l'ensemble des différents départements français sont très dissemblables. On a des territoires en déprise, on a des territoires en emprise. Ceux qui sont en emprise subissent la double peine, ceux qui sont en déprise l'ont déjà subi d'une certaine façon. Et là, moi, je sais pas comment on fait dans la différenciation, parce que même dans la différenciation au sein d'une région, il s'avère qu'il y a des régions qui sont sensiblement plus attractives que les autres et qui vont avoir des difficultés supplémentaires par rapport à d'autres, justement parce que c'est l'ensemble de leur territoire qui est attractif. Donc là, je ne sais pas comment on fait. Sur les territoires littoraux, on en a parlé, je ne sais pas comment on fait non plus avec la rareté du foncier. Est-ce qu'il faut imaginer dans ce cas-là des différences de traitement en termes de typologie? Est-ce que on estime qu'une résidence secondaire, il y a une surcote pour le ZAN parce que on doit privilégier des logements à l'année? Dernier point, vous avez parlé des 200 000 hectares de friches. Sauf que je postule, encore une fois, d'après la trajectoire industrielle de la France, que ces friches ne sont pas réparties de manière équivalente sur l'ensemble du territoire français. Et qu'elles concernent plus particulièrement des territoires qui, a priori, n'auront pas besoin de la plus grande extension à l'avenir. Comment on résout cette petite difficulté? Parce qu'un chiffre en tant que tel, c'est un stock théorique.
Le problème, c'est la distribution de ce stock théorique. Merci beaucoup. La parole est à Didier Rambaud. Et ensuite Anne-Catherine Loisier. Et c'est qui son titre? Ah non, c'est moi. Ah, pardon. C'est la suite dernière parole pour M. Vial. Monsieur Rambaud. Ah non, pardon. Excusez-moi. C'est Anne-Catherine. Merci Madame la Présidente, Madame, Messieurs le Ministre. En fait, moi, je vais rebondir un peu sur la dernière intervention parce que, en fait, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de disparités dans nos territoires et que la difficulté aujourd'hui, c'est d'appliquer un principe, voilà, ZAN national pour de l'équité, mais sur des territoires qui n'ont absolument pas les mêmes réalités. Et c'est, je pense, ce qui inquiète beaucoup nos élus qui sont en fait accablés par le fait qu'ils ont déjà des contraintes nombreuses à respecter et que là, on va leur appliquer un supplément de contraintes nationales. Moi, je vais juste rebondir, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, vous évoquiez ces territoires sous-denses qui ne connaissent pas d'évolution démographique à la hausse et pourtant ont construit. Moi, ce que j'observe, par exemple, dans des territoires comme le mien, mais c'est effectivement largement dû à des résidences secondaires, nos concitoyens qui vivent en ville souhaitant avoir une belle résidence secondaire spacieuse. Et puis, on entend aussi souvent les maires qui nous disent combien ils sont aujourd'hui confrontés à des besoins par rapport à une cellule familiale qui explose. Avant, il fallait un logement, maintenant, il en faut 2. Donc, en fait, le problème, c'est de faire cet exercice de fiction alors qu'on ne connaît pas complètement les évolutions quand même sociétales et des mœurs de nos concitoyens. Et donc, ça repose la question en fait, de la gouvernance des SRADET, la gouvernance d'un ZAN de proximité qui va devoir évoluer aussi avec les réalités de ce territoire. Et moi, par rapport au sujet de la garantie rurale, je voulais juste vous rappeler, Madame et Monsieur le Ministre, je ne sais pas si vous l'avez à l'esprit et en tout cas savoir ce que vous en pensez, en Bourgogne-Franche-Comté, je l'avais déjà évoqué, en fait, le SRADET a gardé une enveloppe de réserve qui aurait vocation en fait à être répartie dans les communes où il n'y aurait pas de potentiel suffisant et qui serait laissée en fait à l'appréciation, à leur conférence des SCOT ou à voir quelle instance. Voilà, je m'interroge, j'avoue que j'ai pas plus analysé. Est-ce qu'il n'y a pas là les pistes en fait d'une souplesse et d'une adaptation territoriale à des réalités qui sont quand même assez diverses et qui vont en plus évoluer dans le temps? Merci. Merci, Anne-Catherine. Ah pardon, merci Anne-Catherine. Monsieur Gold et Monsieur Vial. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Moi, avec les différentes auditions qu'on a eues aujourd'hui, je me pose la question de savoir si finalement on est dans les conséquences de la loi climat et résilience ou si on n'est tout simplement pas dans les symptômes de la loi NOTRe. La loi NOTRe qui a mis l'accent sur Big is Beautiful et l'aménagement du territoire qui est passé après, via les documents d'urbanisme, finalement, les maires ont été dessaisis de la gestion de leur territoire. Donc aujourd'hui, je crois que ce qu'il faudrait essayer d'apporter, c'est une correction par rapport à notamment comment on remet les maires au centre des décisions en matière de gestion de leur territoire. Parce qu'on l'a vu, hein, on voit les difficultés qu'il y a pour les maires les plus ruraux d'intégrer, lorsque les EPCI n'avaient pas cette taille-là, ils faisaient tous partie du bureau, tous étaient investis, tous avaient une mission particulière. Aujourd'hui, on les voit quand même un peu à la peine. Et je pense que la garantie rurale est certainement un outil pour remettre les maires, justement, et les maires ruraux au centre des décisions, eux qui se sentent évidemment dessaisis de la gestion de leur territoire. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les ministres. Tout d'abord, merci d'avoir choisi cette salle dans laquelle on n'a pas l'habitude, nous, membres de la commission culture, de se réunir. Et je regarde depuis tout à l'heure le tableau qui est au-dessus des ministres et je trouve qu'il est parfaitement en adéquation avec les débats que nous avons depuis tout à l'heure. C'est pas lunaire pourtant. C'est pas lunaire. Alors, c'est pas un ballon espion non plus, sinon le sort qu'on lui réserverait, c'est pas le même. Mais en tous les cas, je pense que les maires dont on parlait à l'instant sont un peu satellisés et on a l'impression des fois d'avoir un objet non identifié avec cette nouvelle loi ZAN. J'ai un autre point commun avec vous, Monsieur le Ministre, c'est que moi non plus, j'ai pas voté cette loi. Vous étiez, mais je savais pas au moment où j'ai voté contre, je savais pas à quel point j'aurais raison.
et je m'en aperçois de plus en plus. J'avais un problème d'organisation que je voulais vous soumettre et puis une interrogation sur un propos que vous avez tenu tout à l'heure. On a créé un objet en termes d'urbanisme et d'aménagement du territoire en 4 dimensions. Ça peut être la loi 4D plutôt que la loi ZAN, puisque aujourd'hui, on avait déjà une organisation verticale entre le SRADET, les PLU et les SCOT et les PLU, sans parler de tous les schémas orthogonaux qu'on peut avoir, les chartes de parcs, etc., qui viennent se rajouter. Les SCOT avaient déjà mis un peu sous coupe réglée les PLU pour avoir une vision globale et rendu interdépendants finalement les PLU au sein de ce SCOT. Là, avec cette organisation et cette gestion sous forme d'enveloppe définie qu'il faut se répartir comme une part de gâteau, on est en train de lier les SCOT entre eux. Et les SCOT deviennent interdépendants entre eux au sein du SRADET, comme les PLU sont interdépendants au sein d'un SCOT. Mais alors, on apprend ça en technologie, on apprenait ça en 6e, on apprendra ça en 5e à partir de l'année prochaine. Quand on a un objet qui est lié verticalement et horizontalement, dès que ça bouge un peu, ça casse s'il n'y a pas un peu de souplesse, si on n'y met pas un peu des joints. Et là, la souplesse, on ne la trouve pas. Et on se retrouve confronté à des situations inextricables, avec un système qui ne fonctionne pas. On pourrait vous lister, on a commencé à vous lister toutes les situations dans lesquelles on va être confronté à des situations qui ne marchent pas. Et le système nous empêche de prendre en compte ces situations. Vous le savez que, comme presque nous tous ici, on a tous été maires ou présidents d'intercommunalité, l'urbanisme, c'est à la fois de la planification et de l'opportunité. Il faut être capable aussi d'avoir une souplesse de répondre à des opportunités. Comment fait-on aujourd'hui, quand on accueille un projet d'intérêt, alors qu'il soit d'intérêt national, régional, peu importe ou local, si pour pouvoir l'accueillir, il faut modifier le PLU, le SCOT, le SRADET, ça devient impossible. On va acheter, on va construire à l'étranger. Pour ceux qui sont limitrophes comme moi, on y fera en Italie, mais on ne pourra plus construire en France. Vous disiez que l'objectif, il était aussi en termes écologiques. Mais on sait que en réindustrialisant, c'est comme ça c'est en produisant en local qu'on évite les frais de déplacement, et c'est comme ça qu'on va lutter le plus aussi contre le réchauffement climatique. On va s'empêcher de pouvoir faire ça. Et avec des injonctions nationales qui viennent du coup dans des objets d'urbanisme qui sont liés les uns aux autres, ces injonctions, on va rendre plus difficile dans les territoires tendus la situation, et on va aggraver et accélérer cette tension dans les territoires tendus. On va condamner certains territoires fragiles. On fait des programmes PVD, etc. C'est bien d'avoir des vitrines très attractives, de refaire les façades, les aménagements urbains. Ils ont besoin de clients. Les commerces, les écoles dans ces communes rurales, elles ont besoin d'enfants. Et c'est eux qu'on doit ramener avant de mettre de l'argent pour refaire les façades. C'est très bien de faire ça, mais si à côté de ça, on ne peut pas gérer le développement local sur ces territoires qui en ont spécifiquement besoin, on va, là encore, droit dans le mur. Et injuste pour des territoires qui ont fait des efforts. Enfin, moi, j'ai des territoires de montagne, je suis sénateur de la Savoie. Depuis 1985, on fait plus, on est limité par la loi montagne, attentif justement à construire uniquement en proximité, etc. Je conclus, excusez-moi. Donc, c'est aussi profondément injuste. Et le seul point sur lequel je voulais, si vous permettez, revenir sur ce que vous avez dit, c'est sur les projets d'intérêt nationaux qui seront pas nationaux parce qu'ils seront forcément pris au niveau local quand ils sont industriels ou autres. Comment expliquez-vous que le président Macron soit venu récemment en Isère, j'en parlais tout à l'heure, annoncer un projet industriel avec 1000 nouveaux emplois, ST Microelectronics, un projet phare qu'on pensait tous d'intérêt national. Moi, par principe, on nous dit celui-là, il est d'intérêt national, c'est même le président de la République qui est venu l'annoncer. Il n'a pas consulté les SCOT avant de venir l'annoncer. Il n'a pas consulté les communes qui vont devoir accueillir les 1000 personnes sur leur territoire, sur leur quota avant de venir l'annoncer. Est-ce que ça veut dire que demain, le président de la République devra consulter la CTAP, les SRADET et les SCOT avant de faire une annonce industrielle d'envergure pour le territoire? Est-ce qu'il s'y engage? Ou est-ce que des projets comme celui-ci, on peut quand même considérer? Ou est-ce que le Lyon-Turin, on peut considérer que ces projets, si un jour vous décidez qu'il faudra faire des accès pour rejoindre le tunnel qu'on est en train de percer, est-ce qu'on pourra considérer que c'est un enjeu national? Merci Madame beaucoup, et Messieurs Cédric. le ministres. Et si je peux me permettre, avant de vous donner la parole, Monsieur le ministre, de dire que
Il y a un article des Échos qui vient de paraître et qui met en avant la vallée de l'électromobilité dans la région des Hauts-de-France avec un ensemble de gigafactories assez considérables liées aussi au grand port autonome de Dunkerque, à la présence du Seine-Nord. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie, on est au cœur de l'Europe du Nord et c'est ce qui lie effectivement le bassin parisien et qui ouvre. Donc on y a posé l'ensemble des gigafactories et on ne parle pas de ce qu'il y a autour, les infras, le logement. Je ne suis pas sûre que le président du Conseil régional ait idée à ce jour qu'on n'envisage pas sur des projets d'intérêt européen décidés pour essayer d'avoir notre autonomie en matière de véhicules électriques demain. Je ne suis pas sûre que tout ça se soit très clair. Et en tout cas, monsieur le ministre, il y a une forte volonté de tous les territoires d'accompagner cette mutation écologique de notre industrie. Il faut quand même prévenir les élus qui s'engagent à fond là-dedans de ce qui les attend sur ces grands projets industriels. Et donc, si vous pouviez nous donner aussi là les éléments d'information, si concrètement, et comme l'a dit Cédric aussi, sur des projets de grande envergure, on considère que c'est un projet privé et que ça ne relève pas de l'intérêt national, on va avoir des gros sujets. L'étalement urbain est mauvais pour le climat, il est mauvais pour la biodiversité. À fur et à mesure qu'on avance dans cette discussion et qu'on commence à regarder tout ce qu'on va se priver de faire en artificialisant, on finit quand même par oublier le point de départ. On peut le remettre en cause. On peut considérer qu'après tout, la trajectoire d'artificialisation, elle n'est pas incompatible et qu'il y a d'autres priorités. Mais en entendant la somme de tous les arguments qui sont employés par les uns et les autres, je tiens à vous dire que le sujet à la fin, c'est quelle trajectoire on se dote. Et si on part du principe qu'il y a des choses qui, parce qu'elles sont importantes, doivent être sorties de la trajectoire d'artificialisation, ça veut dire qu'il faudra qu'on soit capable de coefficienter la place qu'on donne à la biodiversité et à la lutte contre les règlements climatiques, compte tenu de tous les constats qui peuvent exister sur ce point. Moi, dans ce que j'entends ce soir, il y a des choses dans lesquelles je me retrouve, et ensuite, je pense qu'il y a ou des prophéties autoréalisatrices ou des sujets qui méritent d'être travaillés. Je pourrais répondre à M. Vial, dont je salue la cohérence, que je ne peux pas croire que son souhait, ce soit par la venue du président de la République qu'un grand projet soit d'envergure nationale. Et si je m'amuse à renverser l'argumentation qu'il a fait, ça aboutirait à considérer que c'est par le fait du prince qu'un projet doit être considéré comme étant hors artificialisation parce qu'il a la validation du président de la République ou du président de région. Personne. Mesdames et messieurs les sénateurs, j'apprécie l'exercice qui consiste à me faire chahuter, j'apprécie simplement que vous me permettiez de vous répondre sur la tonalité avec laquelle vous vous êtes adressé à moi. Et donc, je dis de manière extrêmement claire que, en caricaturant la façon dont nous défendons ce qui nous semble être un point d'équilibre et d'atterrissage à la fois entre ce qui a été souhaité et ce qui est souhaitable demain, je ne pense pas qu'on fasse progresser la cause de la co-construction qu'on a souhaitée. Ça a été dit par Sonia Laprévôté, oui, il y a des injonctions contradictoires parce qu'on est aujourd'hui dans une situation qu'aucune génération avant nous n'a connue et qui consiste à regarder comment on décarbone avec, je vous le dis de manière très simple, mais un coût de notre retard à agir sur un certain nombre de sujets climatiques qui se retournera contre ceux qu'on prétend défendre ce soir. L'adaptation au changement climatique avec une augmentation de température qui est liée au fait qu'on ne se préoccupe pas d'éviter les îlots de chaleur de demain, quand il s'agira de la payer après-demain et qu'on se retournera vers les acteurs de proximité, on aura à ce moment-là un débat pour savoir comment on l'organise. Et si ce sont des projets qui ont été rendus possibles maintenant, là, la question de notre responsabilité, elle sera posée. Sur la responsabilité des maires. D'abord, si on regarde les chiffres, au cours de ces 10 dernières années, il y a 15 000 communes dans ce pays qui ont consommé moins de 2 hectares. Pour revenir à l'histoire de la garantie du 1 hectare. Et qu'un système de double cliquet qui consisterait à dire c'est 1% avec un plancher de 1 hectare fait forcément plus que 1 hectare ou 1%, puisqu'on ajoute 2 règles. Et donc que ça veut dire que la part ça c'est pour répondre à la question de votre voisin qui est parti, M. Boyer je crois, qui m'avait interrogé sur le fait de cumuler les 2 dispositifs. Le cumul des 2 dispositifs revient à renforcer chacun des 2. Il ne revient pas à rendre le dispositif alternatif et il nous conduirait sur une trajectoire d'artificialisation figée, non répartissable sur la base des dynamiques territoriales qui serait plus élevée. J'ajoute
que, pour rester sur ce point, la question c'est encore une fois, pourquoi faire? Dans les années 70, on gagnait de la population. Et on s'est retrouvé avec des modèles économiques qui nous ont poussés à consommer du foncier pour des choses que nous ne referions pas aujourd'hui. Personne n'imagine demain faire de grandes zones commerciales de périphérie avec des magasins d'usines sur des surfaces aussi importantes que celles qu'on a connues par le passé. À la fois parce qu'il y a une concurrence virtuelle qui s'est développée, qui a entraîné d'autres types aujourd'hui de besoins. Et le combat du moment, c'est effectivement que l'artificialisation, elle soit synonyme d'accueil de population en termes de logement ou d'accueil de réindustrialisation du pays. Et si on s'amuse à faire des soldes, il faut aussi regarder ce qu'on va faire en moins et ce qu'on a appris au cours de ces dernières années collectivement, pas nous, chacun de nos territoires. Prenez les zones d'activité, les zones industrielles qui sont présentes dans vos départements. Comparez celles qui ont été faites il y a 30 ans et celles qui sont faites aujourd'hui. Et vous vous apercevrez à quel point, sans âne, la plupart des élus ont commencé à se demander comment faire en sorte de rationaliser le foncier pour que l'espace qui soit pris au monde agricole soit le moins élevé possible. Et donc les pentes dont nous sommes en train de discuter, elles ne sont absolument pas à la hauteur de ce qu'on est en train de décrire, c'est-à-dire le fait que tout à coup on ne pourrait plus rien faire. Aussi parce que l'industrie est partie. Alors, il y a eu ce phénomène de désindustrialisation qui a conduit à se retrouver avec des friches. Oui, mais si vous regardez, c'est malheureusement pas des projets industriels ou même des projets avec beaucoup d'emplois qui ont le plus artificialisé au cours de ces 30 dernières années. On s'est retrouvé avec une décorrélation des trajectoires d'artificialisation et de création de richesses ou d'accueil de population. Il faut qu'on soit basique et simple pour reprendre les propos de Cécile Cukierman sur certains aspects. Je ne pense pas que la résidence secondaire, cotée d'une certaine manière, ce soit une bonne idée parce que ça devient... Imaginez que ça change de statut dans quelques années. Comment je recalculerai les trajectoires d'artificialisation en fonction de la situation dans laquelle je me suis retrouvé? Il faut qu'on évite de complexifier les textes et il peut y avoir de bonnes intentions mais qui aboutissent à des choses qui sont plus complexes. Est-ce que notre intérêt collectif, c'est pas de limiter aussi l'artificialisation là où elle est déjà très élevée? Parce que quand on parle de trajectoire, oui, il y a une pression sur le littoral, mais en partant de ce principe, on s'est retrouvé historiquement pour voter une loi littorale en considérant qu'à un moment, si on laissait seulement la pression foncière s'appliquer, on finirait par avoir démoli une partie de nos paysages. Et donc, en quelque sorte, il y a une prolongation dans des espaces que nous n'étions pas habitués comme considérés comme des richesses, de préservation de ces espaces en mesurant l'intérêt qu'il y aura pour demain et après-demain pour garder un air pur, pour avoir des espaces dans lesquels les nappes phréatiques peuvent se recharger, qui nous permettent de limiter une partie des sécheresses que nous connaissons et qui nous permettent de stocker une partie de la chaleur que nous aurons demain. Et à la lumière de ça, les bienfaits de ces espaces naturels et agricoles, on ne les voit pas suffisamment aujourd'hui, au quotidien, dans les discussions que nous avons. Vous avez évoqué très vite le fait de savoir si finalement on n'était pas dans l'aboutissement d'une procédure d'intercommunalisation qui finissait aussi par provoquer une forme de désespérance des élus territoriaux. Et en allant plus loin, de regarder comment, au travers de tout ça, je veux vous dire deux choses. Un, il y a déjà aujourd'hui à l'échelle des SCOT des pratiques qui ne sont pas du tout comparables d'un territoire à l'autre, et même des plus, et avec des communes qui sont plus ou moins bien traitées par leurs intercommunalités. Je rejoins une partie de la réflexion du sénateur Vial sur l'intérêt, entre guillemets, de créer un interscot, parce que si on s'était amusé au cours de ces dernières années à additionner des SCOT voisins pour savoir quelle était la trajectoire de population du département, on se serait rendu compte que tout le monde s'imagine plus beau à terme que ce qu'il est pour de vrai, et que la plupart du temps, on ne consomme pas ce qu'on met sur la table. C'est logique, puisqu'on est aussi dans une forme de précaution qui consiste à se dire, si je me retrouve avec un projet important ou avec quelque chose d'inattendu, il faut que j'ai la soupape pour pouvoir l'accueillir. Et je crois à ça. Je crois à la souplesse et je crois à la soupape. Mais je ne crois pas au fait qu'avec un dispositif de précaution généralisé qui fait qu'on irait prendre des espaces au monde agricole, même sans en avoir besoin, on s'en sort mieux. Comment on construit la soupape? D'abord, il peut y avoir un lien entre la réindustrialisation et les grands projets d'envergure nationale qui pourraient être les OIN. Les opérations d'intérêt national, qui sont un type de classement qui permettrait à ce moment-là d'avoir un processus objectif, qui s'inscrivent dans les trajectoires dont nous décrivons, qui soit une procédure de labellisation par l'État, qui ne soit pas un tampon qu'on donne sur un projet qui est prévu. Ça existe déjà. On pourrait imaginer faire en sorte de l'élargir. Et vous ne m'avez pas questionné sur ce que j'entends dans les grands projets d'envergure nationale, mais je vais le préciser. Évidemment, les LGV
et les bretelles d'accès de CLGV sont par définition des grands projets d'envergure nationale, comme toutes les infrastructures globalement qui permettent du transport ou de la décarbonation. Évidemment, des centrales nucléaires qui sont nécessaires, elles doivent être dans ce comté à part. Des projets portés par le ministère de la Justice, en particulier de construction de prisons, il faut évidemment qu'on les compte à part parce qu'il y a déjà souvent des oppositions et des NIMBY de proximité, donc il ne faut pas le rajouter. En revanche, sur un projet économique, il est aussi souhaitable qu'il y ait une émulation entre territoires et que plusieurs puissent faire des propositions à un groupe pour accueillir cette gigafactory dans de bonnes conditions. Et dans ce contexte, si on a un dispositif qui n'est pas de les sortir de manière systématique ou de leur donner un tampon et un label, mais qu'on est dans un dispositif de labellisation OIN, je pense qu'on est capable de toucher les deux objectifs en même temps et que ça peut être une piste qui nous permettrait de nous retrouver et de faire en sorte que les deux thématiques puissent faire en sorte d'aboutir ensemble. Enfin, oui, les friches ne sont pas réparties partout au même endroit. Et par définition, elles sont dans les territoires qui ont le plus subi la désindustrialisation. La vraie logique de rationalisation foncière, ce serait aussi de regarder comment on peut flécher des projets vers ces territoires qui ont le plus perdu. Parce que si je reviens quelques instants, mesdames et messieurs, à la sagesse de nos anciens, y compris pour sauvegarder une classe, le premier réflexe, c'est plutôt de demander comment toutes les maisons du bourg sont pleines, plutôt que de se dire qu'il faut qu'on rajoute des maisons à l'extérieur. Et c'est ce que n'importe quel maire fait. Le souci évident de nos anciens, y compris pour soutenir, même s'il n'y avait pas de loi Grenelle et de dispositifs, leurs commerçants, c'était de penser que c'était mieux si les maisons étaient les moins loin possible des commerces, de manière à pouvoir soutenir aussi ces gestes. Et cette raréfaction de la consommation foncière, c'est ce à quoi on a tourné le dos, en allant faire des maisons dont on peut faire le tour, très espacées, qu'on ne peut pas rejoindre sans véhicule. Ça correspond à un modèle et à des dispositifs qui, dans certains territoires, peuvent avoir un sens. Mais penser qu'on va continuer sur cette pente et sur ce rythme dans les années qui viennent, alors qu'on a des besoins de faire effectivement en sorte de se retrouver, de faire preuve de sobriété sur les matériaux qu'on utilise, sur les bilans globaux que nous utilisons et sur les fonciers pour préserver les qualités de nos sols, je pense qu'il y a des marges et des équilibres et qu'à la fin, il y a nettement moins d'écart sur les objectifs et sur les ambitions que sur les exemples que nous sommes capables de prendre et qui nous éloignent de ces différents éléments. Donc, vous savez tout, ou presque. Vous savez l'état d'esprit très précis qui est le nôtre, de faire en sorte pour de vrai sur ces sujets, de pousser à ce qu'il y ait un texte qui aboutisse au Sénat et à l'Assemblée à un bouger législatif global. Le sujet ensuite, c'est quels moyens on se donne pour vraiment avoir un texte qui permette une CMP conclusive, un vote dans les mêmes termes et qui permette effectivement de donner de la souplesse en gardant l'objectif. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous souhaitiez, avant de conclure cette longue audition, donner un dernier message? Peut-être sur les chiffres? Un dernier peut-être pour la route. Vous remercier de nouveau tous les deux, nos deux ministres. Et on est très preneurs de ce travail que vous voulez proposer, de navette sur ces deux dispositions assez cruciales pour le texte à venir, qui est le sort du SRADET. Et encore une fois, est-ce qu'on peut mettre du règlement et y voir de la prise en compte au lieu de la compatibilité, par exemple, qui serait un plan B. Et deuxièmement, monsieur le ministre, vraiment pour terminer, là, donc merci pour les éléments que nous aurons très rapidement concernant le 1% et ces simulations. À la commune, mais par exemple un rapide calcul, mais je ne réouvre pas du tout les débats. Les communes peu denses et très peu denses, ça s'appelle des communes rurales. Voilà. Il y en a 30 775. Si on part sur l'hectare, avec notre disposition, c'est 30 700 hectares qui sont impactés. Si on part avec la vôtre proposition, 1%, c'est 22 000 hectares. Donc les communes rurales ne bénéficient pas, alors, sauf à considérer qu'il y a des dynamiques territoriales, ce que vous évoquez. C'est ça qu'il faudrait expertiser. Donc c'est le deuxième point de navette, je pense, utile pour notre commission spéciale. Le sort du SRADET et ça, qu'on puisse vraiment confronter. Voilà, c'est ça. Mais, bien sûr. Mais si on pouvait, parce qu'une commission, c'est lourd à organiser, et vos auditions aussi, faire la navette sur ces deux points spécifiques, vraiment, ça nous aiderait beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, toutes et tous, vraiment. Voilà. Ouais.
Eh bien, écoutez, sur ces mots conclusifs de notre rapporteur, un grand merci, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, et bon courage. Et puis, on vous dit à bientôt pour continuer les travaux. Allez, merci, à bientôt.